qui a probablement pris le temps de faire les équivalents de ses diplômes. Ça se peut que les gens commettent beaucoup d'erreurs. C'est clair, c'est clair. Sur le portrait que leur font certaines connaissances. Oui, je suis au Canada, la vie est belle et tout. Il faut avoir cette force de caractère-là. Il faut toujours garder cette même force parce qu'immigrer, ça prend une force. Ouais. Alors, malgré le climat qui est rude, malgré une nouvelle vie à reprendre, malgré certains défis, il y a certaines personnes, des immigrants, qui vont oser venir sur de nouveaux cieux, essayer de faire leur place. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours bien. On commet beaucoup d'erreurs et ces erreurs, quelquefois, sont vraiment fatales pour certaines personnes. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un spécialiste en immigration, un consultant en immigration, qui va nous faire l'honneur de partager avec nous l'ensemble ou la plupart des problèmes qu'il a déjà rencontrés et surtout, quelles sont des façons de fonctionner qui peuvent permettre à une personne de réussir son intégration. Alors aujourd'hui, on reçoit M. Sila Siaka. Bonjour, M. Sila. Bonjour, c'est Thio. Oui. Bonjour à tous les auditeurs, en tout cas à votre aimable auditoire de MVTV. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir renouvelé de te rencontrer et particulièrement d'être dans tes studios aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, sans protocole, sans flafla, comme j'aime bien le dire, c'est un sujet qui nous intéresse, l'immigration. Il y a beaucoup de problèmes qu'on rencontre. Il y en a qui arrivent qui disent « ouais, les dévanciers ne disent pas les choses ». Mais en même temps, on se rend compte que dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Alors, comment est-ce que tu peux nous présenter ce dossier-là des erreurs que commettent les immigrants? Est-ce que tu peux aussi commencer déjà par te présenter parce qu'il y en a qui aimeraient savoir, parce qu'avec l'expertise que tu as développée avec le temps, on aimerait savoir qui tu es en réalité. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Siaka Sila. Je suis consultant en immigration, un consultant de niveau N3. Dans le jargon, ça signifie des consultants qui ont une spécialité. En tant que consultant de niveau N3, nous sommes autorisés à aborder tous les chapitres de l'immigration. Tous les chapitres, sans exception. Tous les chapitres, tous les programmes d'immigration, y compris les demandes d'asile, l'accompagnement des clients donc devant la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Déjà, il faut dire que la pratique du métier de consultant en immigration est une pratique réglementée au Canada, aussi bien au fédéral qu'au provincial. Donc, nous sommes accrédités au niveau du fédéral à travers le Collège de consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. D'accord. Si tu permets, moi, je vais prendre note parce que souvent, il y a des termes qu'on n'a jamais entendus. Puis, je vais être sûr d'avoir la bonne information. De temps à autre, je vais prendre note. Puis, s'il y a des questions, je pourrais te les poser. Ce serait un plaisir. Je pense que je suis là pour ça. C'est gentil, merci. Donc, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, comme je le disais tantôt, mais aussi au niveau du Québec, parce que pour pratiquer ce métier-là au Québec, ça prend une autorisation supplémentaire, notamment être régulièrement inscrit au tableau des consultants en immigration reconnus du Québec. OK. Alors, excuse-moi si je comprends, il y a le fédéral et en plus une autorisation pour le Québec. Oui. OK. Oui. Parce qu'il faut dire que chacun de ces paliers gouvernementaux-là a quand même ses compétences propres. D'accord. Et il y a un corpus juridique. Quand bien même l'immigration soit des compétences fédérales, il y a des dispositions réglementaires, des dispositions légales et réglementaires en matière d'immigration donc au Québec. Et il y a certaines particularités aussi dans certaines provinces, ce n'est pas seulement au Québec, mais vu que nous pratiquons au Québec, c'était donc important de satisfaire aux exigences gouvernementales du Québec, notamment l'inscription sur le tableau des consultants reconnus en immigration. Alors, il faut dire que dans notre activité de tous les jours, nous pratiquons dans une entreprise qui s'appelle Sila Immigration Service. Sila Immigration Service. Sila Immigration Vous êtes basé où? Basé à Châteauguay. Okay. C'est ici même au Québec. Donc, nous sommes sur la rue principale à Châteauguay, le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Je connais très bien. Et voilà, donc, depuis quelque temps, donc, nous faisons ce métier-là qui va aussi de pair avec certaines activités, notamment le recrutement des travailleurs étrangers temporaires. Et la pratique du recrutement est également régie par la loi. Et ça prend un permis. Donc, nous disposons donc d'un permis de recrutement des travailleurs étrangers temporaires. Donc, vous comprendrez que nous sommes à peu près à 3 permis. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un métier noble qui est bien encadré par les pratiques et par les dispositions juridiques ici au Canada. D'accord.
Alors, ceci étant, je voulais vous remercier pour votre question. Voilà. Dit qu'il y a un nombre limité d'erreurs ou qu'il y a des motivations limitées ou particulières pour que des gens viennent au Canada. Déjà, il faut dire que l'immigration au Canada remonte à plusieurs années. Voilà, on parle quand même du siècle dernier, où l'immigration au Canada avait déjà connu un début de réglementation. Donc, on comprend que les questions de règlement en matière d'immigration ne datent pas d'hier seulement. D'accord. Plusieurs générations d'immigrants sont venus au Canada. Les programmes n'ont pas toujours été avec les détails de structuration que nous avons aujourd'hui. Ouais, parce que ça connaît une évolution quand Oui, même. parce qu'il faut dire aussi que l'immigration aussi c'était fait pour des buts donnés. Quand vous remontez par exemple dans la loi sur l'immigration, c'est clairement dit que l'immigration a pour but ultime de contribuer à l'essor économique du Canada. OK. Donc ça, c'est un enjeu très important. Donc, ça veut dire que déjà, c'est pas n'importe qui pouvait immigrer. Exact. Ça veut dire. Exact. OK. Donc, l'ensemble des programmes en matière d'immigration ont ceci de commun que tous ceux qui viennent, que ce soit dans le cadre de programmes spécifiques ou d'intérêt canadien, contribuent d'une manière ou d'une autre à la prospérité économique du Canada. Et ça, c'est l'enjeu essentiel de l'immigration. OK. D'accord. J'apprécie. Vous avez vos bureaux au Canada, à Châteauguay, donc au Québec. Mais dans le cadre, ce que j'ai pris note, de recrutement étranger, Oui. comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous avez des offres d'emploi ou est-ce que... d'où sortez-vous le fait que vous devez prendre des étrangers pour des emplois, j'imagine? Dans quel contexte ça se passe comment? Moi, la question que je pose derrière, si tu as 10%, postes, 1000 postes, ça se passe comment concrètement? Ben, il faut dire que la question du recrutement d'étrangers ou de recrutement à l'étranger est suffisamment encadrée par la loi. Il existe plusieurs dispositions. Hein. OK. Vous avez un ensemble de programmes qui sont liés aux questions de mobilité internationale. Vous avez aussi le programme typique du programme des travailleurs étrangers temporaires. Mais il existe d'autres programmes. Hein. Il existe le programme, par exemple, des travailleurs agricoles saisonniers. Travailleurs agricoles saisonniers, Voilà, OK. donc vous avez dû le voir, des travailleurs qui viennent de pays spécifiques chaque année au Canada pour venir travailler dans les plantations ou les organisations agricoles. Et ceux-là aussi ont un encadrement et un mode opératoire. Donc, si je comprends, il y a des secteurs clés pour ce genre de recrutement. Ben, je dirais que l'immigration des travailleurs est répartie en plusieurs sous-programmes. Voilà. Il y a des volets. Ce qui fait que quelqu'un vient travailler dans une plantation n'est pas forcément régi ou alors ne se reclasse pas forcément dans le même programme que ce qui pourrait être à l'origine de l'arrivée d'une infirmière, par exemple, au Canada. Donc, c'est des programmes spécifiques, mais ce qu'il faut entendre par recrutement, c'est d'abord des questions de besoins légitimes de main-d'œuvre. Voilà, c'est-à-dire que le recrutement, c'est plusieurs processus. Une fois que vous êtes aux prises avec des pénuries de main-d'œuvre, vous pouvez donc, à l'issue d'une vaine recherche des ressources au Canada, vous pouvez recourir à des étrangers ou à des personnes à l'étranger. Voilà, parce que il faut qu'il y ait une expression de besoin au préalable qui n'a pas été satisfait au Canada. Oui, qu'on n'arrive pas à satisfaire au Canada. D'accord. Quand je dis « on » ici, je parle de l'employeur. Parce que nous, en tant que recruteurs, nous faisons le pont entre deux clientèles. Une clientèle constituée d'employeurs, des gens qui ont des entreprises au Canada, qui opèrent au Canada, ou qui ont des entreprises au Canada, mais qui opèrent à l'étranger, et une clientèle de ressources humaines à qui donc, ces employeurs-là font appel pour venir combler leurs besoins légitimes donc, de main-d'œuvre. Donc, nous sommes en fait une croix qui va aussi bien encadrer l'employeur dans le processus de recrutement parce qu'il y a une partie qui lui est propre. Parce qu'il ne suffit pas d'exprimer un besoin, il faut que la légitimité du besoin soit établie par le gouvernement. Et donc ici, on va parler de plusieurs processus, notamment d'évaluation de l'impact de ce recrutement-là sur le marché du travail au Canada. Il y a aussi cette nécessité qu'il y ait une adéquation entre les compétences de celui qu'on veut recruter et les exigences du poste à combler. Donc, il y a pas mal d'affaires qui se croisent donc, pour pouvoir offrir une meilleure expérience de recrutement international.
D'accord, merci. Alors, ça, vous avez compris, hein, c'est les compétences qui sont développées. Donc, si vous vous trouvez dans l'une de ces situations, vous savez que vous pouvez quand même faire recours à ces services. Par contre, on va revenir sur notre sujet principal de savoir quelles sont les erreurs que commettent habituellement les immigrants qui peut leur coûter même leur immigration. Bon, quand vous dites immigrants, je suppose il s'agit de personnes soit qui ont l'intention de venir au Canada ou qui y sont déjà. Déjà, oui. Ben, déjà, le, j'allais dire la bonne démarche, c'est de se renseigner sur son futur espace de vie. OK. Parce que beaucoup d'immigrants, et quand je dis beaucoup, je pense que moi-même, en son temps, j'avais été dans ce cas, C'est ça? se demandent bien où ils s'en vont, soit quand ils sont dans l'avion ou quand ils arrivent au Canada. Au début, on a juste une idée, on veut partir. Mais où on s'en va, oui, on a entendu parler du Canada, c'est bien loin, c'est bien chic. Mais c'est important de se renseigner sur le Canada dans sa forme juridique. Mhm. C'est important de se renseigner sur le Canada dans les pratiques culturelles qui y sont. Quand on vient au Québec, il y a, euh, il y a des modalités, par exemple, culturelles au Québec, dont il faut être informé. Mm. Lorsqu'on vient au Canada, on doit savoir, par exemple, qu'il y a des Premières Nations, il y a des composantes francophones, des composantes anglophones, qu'il y a une histoire, parce que j'estime déterminant que la communauté à laquelle on veut appartenir, qu'on sache d'où vient cette communauté et qu'est-ce qui est déjà à l'actif de cette communauté-là comme parcours. Alors, une fois qu'on a ces informations-là et ces acquis, on peut déjà se projeter dans cette société et voir comment pouvoir s'intégrer, j'allais dire, avec succès. D'accord. Donc, Excuse-moi, moi, quand tu parles, moi, je pense déjà à ces personnes-là, hein, à ce monsieur, à cette famille qui se dit, ah, le Canada, c'est bon, ah, j'ai mon ami là-bas, il a même ça, il a même ça, on va partir. Je ne pense pas que c'est un exercice que les gens font. Est-ce que tu es en train de dire que c'est une erreur fondamentale déjà de ne pas s'être informé, d'avoir un certain nombre d'éléments sur l'espace de vie, d'abord, même avant d'y atterrir? ben, heureux, je trouve que peut-être le mot est assez fort quand même parce que... Mais il faut dire que ça fait partie des déterminants du succès. OK. Ça fait partie des déterminants du succès. C'est vrai, on a toujours une opportunité de se rattraper une fois au Canada, mais on parle ici quand même d'enjeux en termes de temps. Mhm. Quand on ne sait pas où se trouve le Québec, quand on ne sait pas que c'est important au Québec de parler la langue française pour pouvoir facilement trouver un emploi, je pense que déjà, on ne va pas sur le même pied de chance que quelqu'un qui sait tout ça Ouais, c'est ça. et Qui est instruit, qui est oui, et qui a documenté. Ouais. probablement pris le temps de faire les équivalents de ses diplômes, qui a probablement pris le temps de regarder sur certains sites d'emploi gouvernementaux pour voir quelles sont les offres. Connaître où on s'en va est toujours déterminant. Oui, beaucoup de personnes au début viennent au Canada sur le portrait que leur font certaines connaissances. Mhm. Oui, je suis au Canada, la vie est belle et tout et tout. C'est, comme on le dit, c'est toujours bon d'entendre de tels sons assez loin. Mhm. Mais beaucoup sont rattrapés très vite par la réalité. D'accord. Le Honnête. Canada a beaucoup d'atouts Mm. dont vous ne pouvez pas profiter si vous ne savez rien du Canada. C'est ça, c'est Ça me ce que je paraît veux évident, dire, hein? c'est ce Ouais. que je veux dire en termes de rattraper. Parce que si vous ne prenez pas comme important des éléments comme la connaissance de là où vous allez, si vous ne prenez pas comme important les métiers qui sont en demande, si vous ne prenez pas comme en demande euh, les facteurs, comment les Canadiens vivent, qu'est-ce qui est important pour eux, c'est quoi un 1er juillet. C'est autant d'éléments que, sans le savoir, vous pouvez venir passer un bon quinquennat au Canada et être toujours au même point de départ. Ouais. Alors, après ça, bien évidemment, une fois rendu au Canada, il y a des pratiques inhérentes à la vie au Canada. Vous savez, la plupart des pays d'origine, on est habitué souvent à un contexte où toutes les fautes ne donnent pas forcément naissance à des sanctions. Mhm. Je ne pense pas que ce soit le cas au Canada. Par exemple, euh, avoir fait, j'allais dire, être coupable d'une infraction comme les CFA, là,
les conduites avec faculté Affaibli, affaiblie. ok. Ça peut être très coûteux. Ça dit que l'alcool est impliqué, Oui, j'imagine, ça ou peut la être très drogue, quelque coûteux chose du pour genre. un résident permanent. Ok. Des questions de vol à l'étalage. Souvent, des familles, sans s'en rendre compte, qui visitent des supermarchés avec des enfants qui rapidement prennent des gadgets et plongent dans la poche du papa sans le savoir. Et puis à la sortie, c'est autant d'alarmes. Mhm. C'est difficilement explicable que ce n'était pas toi. Et même si c'est pas toi, mais on s'entend que l'objet volé a été retrouvé dans tes poches C'est ça. et Ouais. ça peut avoir autant de conséquences parce que le vol à l'étalage, c'est quelque chose de très sérieux au Canada. Mhm. Alors, dans un autre monde, ça, c'est des affaires qu'on peut toujours arranger. Mais en matière d'immigration, ça Ouais, c'est peut... pas moi, c'est tellement mon Comme fils. par exemple Ouais. arriver à l'aéroport et puis commencer à s'achaler avec l'agent des services frontaliers. Ouais. Ouais, mais ça même de plus en plus, dans le temps, on le mentionnait, violence verbale, machin, mais là, c'est tolérance zéro. Bon, Puis là, donc, pratiquement, là, toute fois que tu tournes ton visage, c'est marqué partout. Là. mais voilà, donc Ouais. il y a des... C'est vrai qu'on peut lister beaucoup de péchés à éviter, Ouais. mais je dirais que de façon globale, il faut se conformer aux conditions de son séjour. Mhm. Mais je vais aller encore plus loin. Dans le clivage, on voit celui qui se prépare, qui doit venir, qui a mal. Mais une fois dedans, dans le daily, dans le quotidien, là, quels sont les flops habituellement que les gens commettent? Ben, dans le quotidien, c'est plus les conditions de séjour. Ok. Je prends un exemple, un visiteur qui arrive au Canada, ben, sous aucun prétexte, il ne peut travailler. Oh, le Mais visiteur n'est oui, pas autorisé à non, travailler. le visiteur Ok. n'est pas autorisé à Sous aucune travailler. forme. C'est vrai que souvent, il y a des dispositions qui disent pas un boulot de plus de 30 jours. Mais de façon fondamentale, un visiteur, ce n'est pas un travailleur au Canada. Mhm. Donc, quand vous êtes arrivé comme visiteur et que vous commencez à travailler, parce que travailler ici, là, il y a des exemptions. Je prends par exemple un homme de Dieu qui arrive ici, un prêtre, un imam enregistré. Il y a des exemptions. Mhm. Quand quelqu'un vient au Canada comme visiteur qui achète un véhicule qui le revend, ça c'est une activité commerciale. Un Ok. visiteur, Ok. dans ces conditions de séjour, il n'est pas autorisé donc à faire du commerce. En gros, il n'est pas autorisé à travailler. Un autre exemple, un étudiant. L'étudiant, il devient étudiant à partir du moment où il met pied à l'école. Mhm. Vous arrivez au Il Canada. commence un programme régulier. Ben oui. Mhm. Vous arrivez au Canada comme visiteur, vous ne vous présentez jamais à l'école, mais comme vous avez eu des documents à l'aéroport qui vous permettent de travailler au campus, vous vous mettez à travailler. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été étudiant, vu que les conditions d'un étudiant, c'est celui qui va à l'école dans un établissement d'enseignement désigné, C'est entre ça. autres. Mais le fait de ne pas aller à l'école ou de ne jamais être, de ne jamais avoir mis pied dans un établissement d'enseignement, vous avez perdu quasiment, hein, au bout de quelques jours, là, 150 jours en l'occurrence, vous avez perdu votre statut d'étudiant. C'est vrai que un agent n'est pas toujours là pour vous dire, ben, écoutez, vous avez perdu votre statut, mais dans les faits, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu, ouais. Oui. Comme par exemple, venir au Québec étudier et puis faire 2 sessions d'affilée sans se présenter à l'école. Même si vous avez un CAQ de 3 ans, vous l'avez perdu. Ok. Par exemple, vous êtes un résident permanent. Vous arrivez au Canada, ben, il y a une obligation de séjour pour garder sa résidence. Mhm. Notamment qu'il faut, pour tout intervalle de 5 ans, il faut compléter 2 ans. 2 ans sur les 5 ans. Oui, dans tout intervalle de 5 ans qu'on prendra, vous devez avoir complété 2 ans au Canada, ou vous devrez encore avoir la possibilité de compléter 2 ans dans les 5 ans pour justifier de votre résidence. Je prends un exemple là, vous êtes résident permanent, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas vraiment démissionné de votre emploi au pays, et 1 ou 2 semaines après, vous retournez après avoir reçu votre carte de résident permanent. C'est ça. Il y en a beaucoup qui le font, là. Bon, Ouais. beaucoup qui le font. 1 année après, vous revenez, l'agent va vous laisser entrer parce que rationnellement, il vous reste encore 4 ans. Sur Et les dans les 5 4 ans. ans, Ok. potentiellement, vous pouvez encore faire 2 ans. Vous repartez 1 semaine après, vous revenez dans une autre année, l'agent va vous laisser entrer parce que vous avez encore une chance de compléter 2 ans dans les 3 ans qui restent. Mhm. Mais si vous vous présentez ici 3 ans et demi plus tard,
et que dans votre historique, vous avez juste fait 1 mois, en fait, vous avez perdu votre Ouais. résidence. Tout de suite, là, ouais. Bon. Mhm. C'est au contact d'un agent que vous le saurez. Donc, autant avoir l'information avant Ben oui. pour pouvoir s'organiser ou se comporter Exact. ouais, dans C'est les comme un bonnes travailleur conditions, étranger temporaire qui arrive et sur son permis, c'est clairement indiqué qu'il ne peut pas étudier. ouais. Mhm. Et puis lui, là, il arrive, ben, il s'entend avec son patron, travaille à temps partiel, ce qui est d'ailleurs contraire aux règles en matière de travail étranger temporaire parce que le travail doit être en tout temps à temps plein. Mhm. Celui-là se met aux études, contrairement aux prescriptions, disons aux exigences de son permis. Mhm. Ça, c'est des erreurs qui peuvent vous coûter, j'allais dire, votre titre de séjour ou de résidence au Canada. Mhm. Mais dans la vraie vie, là, ça c'est dans la vraie vie, là. Tu sais, il y en a qui arrivent pour étudier et puis après, ils ont quelques petits problèmes de ressources. Ils se trouvent en train de travailler. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans l'illégalité? Ben, un étudiant qui est venu étudier au Canada après 1 ou 2 sessions et qui se trouve aux prises avec des choses imprévues, notamment le fait que la ressource principale qui finançait les études est devenue inopérante, par exemple. Mhm. Cet étudiant-là a d'autres cours, hein, il n'est pas obligé. Ok, Oui, ok. on ne disparaît pas tout de suite. Il y a des dispositions réglementaires au niveau du gouvernement qui peuvent permettre à cet étudiant-là de bénéficier d'un permis, généralement un permis pour étudiants vulnérables, pour qu'il puisse se faire une santé financière et reprendre ses études. Donc, il faut demander ce statut-là. Oui, il faut le demander. Il faut enclencher une Il faut le procédure pour ça. demander, on n'abandonne pas les études, j'allais dire, sans préavis et devenir travailleur. Parce qu'au fond, le travail est un privilège accordé à un étudiant. Un étudiant, ce n'est pas un travailleur temporaire. Ouais. Un Voilà. étudiant, c'est un étudiant. Ben voilà. Ouais. Mais en même temps, je suis un peu sur ma faim parce que moi, dans les flops, c'est vrai qu'il y a celui-là qui veut immigrer, qui est dans le processus, ou il y a celui-là qui est arrivé, qui doit s'entourer, qui doit avoir un certain nombre d'informations. Mais je pensais à celui-là qui est déjà là, qui s'est intégré, enfin, qui est dans son processus d'intégration, tu sais, dans le 1 à 3 ans. Hmm. Il y a quand même des erreurs de débutants qu'on commet, où quand on vient au départ, on est motivé, on a des grands rêves. Sur le chemin de ces grands rêves, ça se peut que les gens commettent beaucoup d'erreurs. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est ça, et moi, c'est à ça que je m'attendais. Bon, c'est vrai que en matière d'immigration, les erreurs, ce n'est pas se conformer à ces conditions de séjour. Ça, c'est déjà Déjà un pour fait. commencer. Et ça, c'est ce Alors, qui peut te faire perdre tout de suite. Mais dans la vie quotidienne de tous les jours, c'est vrai qu'il y a des facteurs qui ne sont pas vraiment des facteurs d'immigration. Je prends un exemple. La plupart de nos candidats qui arrivent se voient offrir des cartes de crédit. OK. Et généralement, c'est à l'issue de séances assez courtes à la banque. Ouais. Lui qui espérait gérer ses petites liquidités se voit offrir 2 000, 3 000, 5 000 dollars. De cartes de crédit dont il n'a aucune connaissance. Et c'est quelque chose qui n'existe pas partout. Mhm. Donc, il a en main un premier produit financier inattendu, très souvent, mais qui peut être fatal. Parce que les conditions d'utilisation, de détention, de gestion d'une carte, ça prend une connaissance suffisante de ces produits financiers, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, ça, c'est des erreurs qui vont rattraper des gens qui, quand bien même, dès leur arrivée, vont trouver un emploi intéressant, mais ils ne pourront pas, par exemple, s'acheter une auto ou une voiture, je veux dire, dans l'année ou dans l'année qui suit, ou même dans le quinquennat. Pourquoi? Parce qu'ils ont un crédit et puis eux-mêmes, ils ne comprennent pas. J'ai déjà vu ça plusieurs fois, je ne comprends pas, moi j'ai un bon boulot, mais chaque fois que je vais acheter une auto, on me dit non. Le crédit n'est pas bon, ouais. Est-ce que tu te rappelles quand tu avais remis une carte de crédit? Ah oui, mais je ne sais même plus ça est où. Ok, ben c'est ça. C'est que le gars a une carte de crédit qu'il a garée, oui, peut-être parce que au lui, plafond. La dernière fois qu'il a essayé de la passer quand ça passait pas. Quand ça passait pas, ben, il s'est dit que c'est plus utile. Du coup, ce n'est pas une prime de C'est bienvenue fou, hein? comme c'est annoncé, parce que c'est comme ça que c'est annoncé. Ouais. Dans la plupart des établissements bancaires, là, prime de bienvenue. Mais non, ce n'est pas une prime de bienvenue. La preuve, j'imagine que quand vous avez acheté votre maison, la prime de bienvenue était bien une dépense et non un bonus. Il fallait payer pour ça. Bon, ouais. C'est vrai que le thème peut être souvent trompeur, mais c'est très important de se renseigner sur ces éléments. Et il y a autant d'éléments comme ça dans la vie de tous les jours. Hein. Par exemple, le fait, par exemple, sur le lieu du travail,
d'être toujours ce solitaire-là qui ne s'intègre pas. Mhm. Tout le monde aime bien voir les nouveaux arrivants, on aime savoir leur passé, on aime qu'ils nous parlent de leur vie. Et C'est puis, ça. ben voilà, donc il y a des gens qui sont vraiment là dans leur petit monde et puis finalement ils font une dépression. Beaucoup Ok. de dépressions aussi sont à l'origine de cette isolation-là. C'est ça. Euh, Est-ce que c'est pas dû aussi qu'on veut comparer le nouveau lieu de résidence hein, ou de vie à ce qu'on a déjà connu? Genre, ah ben, il parle pas le français comme nous, c'est pas du bon français, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Est-ce que ça, c'est pas ce qui envoie ce niveau de dépression? Parce que tu compares quelque chose qui n'est pas là. Tu as changé de lieu, là. Ben, je pense pas que structurellement, là, il a été demandé à quelqu'un d'avoir, comment on appelle ça, le même accent qu'un Québécois du Saguenay. Je Ouais. pense pas, parce que la- une des richesses du français se trouve dans ce que, dépendamment de votre région d'origine, le français a une teinture. Ouais. Celui qui vient des îles de la Madeleine ne parle pas le même français que celui qui vient d'Abidjan. Celui qui vient de Marseille n'a pas forcément le même français que celui qui vient de la Même Suisse. déjà, quand tu prends les Français, dépendamment que tu sois de Marseille Ben voilà. ou d'autres régions, on Ben peut voilà, identifier donc déjà. je Ouais. pense que ça, c'est quand même assez sûr de tout le monde. Mm. Et puis, dans le contexte canadien, lorsque vous arrivez, on sait bien que vous êtes un immigrant. Mhm. On sait bien que vous êtes immigrant, donc ce n'est pas votre accent qu'on va vous reprocher. C'est clair. Par contre, ce que j'ai remarqué, moi, c'est les préjugés que certaines personnes ont sur les gens du pays à destination. C'est-à-dire, quand ils arrivent ici, d'une manière ou d'une autre, ils ont entendu certaines légendes ou certaines histoires. Oui, écoutez, c'est pas... Dans une population, à mon avis, à 100%, tout le monde ne peut pas être favorable à l'immigration. Mais de là à conclure que tous ceux qui sont là sont... Même dans les pays dont dont on est Ben originaire. voilà, même en Afrique, il y en a qui sont réfractaires à l'immigration. Ouais. Ouais. Donc, c'est normal. Par contre, il faut avoir cette force de caractère-là. Il faut toujours garder cette même force parce qu'immigrer, ça prend une force. Ouais. C'est ça. Laisser la plupart des immigrants, déjà, il faut que tu aies une expérience du travail. Pour commencer. Ça veut Sinon, dire que trouver cette ton premier personne-là boulot. gagnait quand même sa vie, Mhm. quelque part. Les gens immigrent aujourd'hui pour plusieurs raisons, hein. Il y a souvent le manque de lisibilité à long terme. Il y a cette nécessité-là de pouvoir aller faire des renforcements des capacités. Ou Il y a- carrément changer de lieu aussi. On Oui, finit par changer être de spartané un vie. peu. Je me rappelle, nous autres, quand on était enfants, pour avoir grandi dans une ville balnéaire, Mhm. on rencontrait toujours des Français, des Canadiens. Et puis, Ouais, on était des toujours... touristes avec Ben toujours oui, des touristes. Et puis, des on a... bébelles qui Ben séduisent. oui. Et puis, on a grandi avec cette idée-là de... Ben, voyons, il y a quoi derrière Ça cette... doit être bon là-bas. Ouais. L'océan, là, il y a quoi derrière? Parce qu'on allait jouer au bord de l'océan et puis on était toujours curieux. Ben, il y avait des gros bateaux qui passaient. On s'est dit, ah, Ouais. ces gars-là, ils doivent venir d'une place qui n'est pas mal. Mhm. Et quand tu grandis avec ça, c'est clair que lorsque tu as la première opportunité, tu n'hésites pas. Absolument. Voilà. True, yeah. Donc, c'est quelque chose qui est construit en nous. Mhm. C'est un peu comme quand tu es enfant, hein, on te met dans une certaine routine, tu grandis avec. Mhm. Et quand il y a un film sur la France, c'est toujours un film sur l'Amérique, des films western. On a tous grandi un peu avec ça. Les kung-fu, les films chinois. On se dit, mais Ça finit par attiser ta probablement que la curiosité, vie, là, hein. ça existe ailleurs. Parce qu'il Absolument. n'y avait pas de production nationale. Parce que tout ça aussi, c'est des aspects, des enjeux culturels que les pays sont en train de régler aujourd'hui pour retenir leurs jeunes. Parce que ça fait partie des enjeux du développement. Parce que Mhm. quand tu n'as plus de jeunes, quand tous tes jeunes vont se noyer dans la Méditerranée, ben, on s'entend que ça ne va pas bien. C'est sûr, c'est sûr. Alors, ça fait un bout quand même qu'on est dessus. D'après tout ce qui a été évoqué, si quelqu'un est en procédure d'immigration aujourd'hui, d'abord, est-ce que l'immigration aujourd'hui, c'est quelque chose, surtout, prenons le cas par exemple du Canada, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible aujourd'hui? Parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Déjà, ça, est-ce que c'est accessible? Puis ma deuxième question, c'est de voir, si une personne aujourd'hui veut entamer une procédure, un processus, qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour déjà gagner une longueur d'avance pour une immigration à réussir? On va dire comme ça. Alors, sur le premier point, je dirais que le Canada est toujours ouvert à l'immigration. Le Canada est toujours à la recherche de nouveaux immigrants Mhm. parce que les défis de développement passent par là.
il y a un marché de consommation à construire, il y a un marché intellectuel à entretenir, il y a un capital expérience à accroître. Donc, l'immigration, c'est quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui comme ça a été hier. Et quand on regarde les seuils d'immigration, au fil des années, on voit que les seuils vont en augmentant. Cette année, par exemple... on a besoin de plus en plus d'immigrants, Ben c'est oui, ça? cette année, par exemple, on parle quand même de 390 000 dossiers de résidents permanents. Versus? Et ben, ça n'a pas toujours été comme ça, je m'excuse. OK. Ça n'a pas toujours été comme ça. On est parti de certains seuils beaucoup plus petits, beaucoup plus modestes. OK. Et même quand on compare les 5 dernières années, on voit que en gros, les seuils vont en grandissant. Ça, c'est la preuve qu'on n'est pas encore entré dans un processus inverse où il y a une diminution, disons, des seuils ou des besoins. Alors, il faut bien faire la différence entre l'immigration permanente et l'immigration temporaire. Vous savez, la loi sur l'immigration au Canada prévoit entre autres que l'immigration est gérée par décision ministérielle, ce qui en fait veut pas un objet politique. Ouais. Donc, on peut aller jouer dedans tant donc, qu'on a les politiques qui ouais. sont donc en charge des défis quotidiens, notamment en matière d'emploi, en matière de logement, peuvent appuyer sur l'accélérateur ou décélérer, dépendamment des réalités du moment. Mais la tendance globale, c'est que pour des enjeux de développement, il y a toujours besoin. une place pour l'immigration. Et les derniers développements, par exemple, qui tendent à faire croire à l'opinion que l'immigration s'est durcie, ce qui n'est pas totalement faux, c'est qu'il y a eu quelques ajustements. Ces ajustements-là, oui, viennent freiner un peu l'élan. Je prends un exemple en matière de travail temporaire. Là, avant, vous pouvez recruter quelqu'un pour 3 ans. Maintenant, c'est 1 an. Tant que le salaire il est inférieur au salaire médian, vous ne pouvez recruter quelqu'un que pour 12 mois. Alors, quand on regarde les frais gouvernementaux, les honoraires à payer à des cabinets de consultants ou d'avocats, beaucoup ne sont plus assez motivés pour avoir recours donc, à des travailleurs à l'étranger. Ouais. Donc, on préfère magasiner. Ça va me coûter cher, finalement. Ça va coûter plus cher. Et puis, définitivement, c'est quelque chose qu'il faut probablement renouveler dans 12 mois. Parce qu'au bout de 12 mois, je ne pense pas vraiment qu'on tire le meilleur de son travailleur en termes de capital expérience, capital construction. Donc, ça, c'est des éléments qui viennent un peu freiner l'ardeur des employeurs. Et puis aussi, même les travailleurs qui arrivaient, beaucoup, dans la plupart des catégories de la classification nationale des professions, pouvaient venir avec leur famille. Mais il y a encore des ajustements à ce niveau qui font que la grande famille qui pouvait venir en même temps là, se retrouve devant certains défis qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas tous venir en même temps. Donc tout ça, ça vient diminuer, j'allais dire, les effectifs de ceux qui pouvaient venir. Ça va casser l'ardeur de certaines personnes. Dans des cas temporaires, par exemple. Voilà. Donc, c'est autant d'enjeux qui aujourd'hui font penser, je dirais d'ailleurs à raison, que l'immigration, c'est un peu corsé. Mais en gros, je dirais que... Dans le fond, ça reste toujours un enjeu économique. Oui, ça reste un ajustement politique en termes de gestion du quotidien, politique en termes de gestion des réalités. Parce que c'est quoi l'intérêt du fait venir des gens s'ils ne peuvent pas avoir un logement? C'est ça. Moi, j'ai des étudiants... j'ai une étudiante, par exemple, qui est venue du Sénégal et qui n'a pas pu faire sa session parce qu'elle n'a pas eu de logement en région, par exemple, où elle était. Ah, ça, c'est quelque chose, ça? Oui, après 1 ou 2 semaines, la seule personne qu'elle connaissait habitait à Montréal, donc elle est revenue sur Montréal. Donc, c'est autant de défis, je pense, qui amènent les gouvernants, sans vouloir les défendre, là, à prendre ces ajustements-là que je trouve aussi raisonnables. Parce qu'il y va aussi du bien-être des gens qui arrivent. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'immigrants vivent en cohabitation dans des appartements de 2 chambres. Souvent, vous avez 5 personnes, 6 personnes là-dedans, qui sont tous des adultes, par manque de logement. Et je ne pense pas qu'ils s'attendaient à un tel cadre de vie à destination. Donc, rationnellement, oui, il y a souvent des exigences d'appuyer sur le frein pour mieux réguler l'immigration et partir sur un bon pied. Bon, mais ça, c'est rassurant quand même. Dernière question. Une personne qui est en train de préparer soit une procédure
Ou c'est qu'il y a celui-là qui va entamer, puis il y a celui-là qui est en plein dans son processus. Quelles sont les recommandations formelles que tu peux faire à cette personne-là pour lui donner la chance, ou plutôt pour qu'il saisisse son opportunité pour déjà réussir son immigration? Ben déjà, il faut dire que la plupart des gens qui veulent immigrer au Canada ne sont pas au courant des programmes d'immigration. OK. Alors, Comment est-ce qu'on peut immigrer sans connaître les programmes d'immigration? Ben parce que c'est déjà technique, hein, des programmes d'immigration. Ah, OK. Ça, c'est déjà C'est pour ça que ça prend des technique. spécialistes. Oui, OK. bon, entre autres, le fait de se renseigner ou notamment le fait de faire une évaluation de son dossier auprès d'un professionnel pour dire, écoutez, moi, je vais aller au Canada, dans quel but? Parce que vous avez deux buts, hein, soit vous venez pour séjourner Mhm. ou alors vous venez pour rester. Donc, quand c'est clair, il y a plusieurs programmes de résidence permanente, que ce soit des programmes provinciaux ou fédéraux. Mhm. Une bonne analyse permet de présenter à cette personne-là les différentes opportunités qui s'offrent à elle. Ça, c'est un premier pas réussi. Mhm. Quand on sait pour quel programme on se qualifie, pour quelle province ou à quel niveau fédéral, déjà, ça, c'est un premier point. Donc, on peut déjà avoir une idée de où on veut vivre. Deuxièmement, est-ce que le programme que je veux faire là répond à mes aspirations? J'ai vu des gens, par exemple, qui pouvaient bien faire les programmes d'entrepreneurs, mais qui sont venus au Canada comme travailleurs qualifiés. Alors que celui-là, il pouvait bien, étant un entrepreneur dans son pays, où il est diplômé, où il a une expérience de travail, mais il pouvait appliquer pour un programme d'entrepreneur et venir continuer sa vie entrepreneuriale au Canada. C'est ça. Donc, ça, c'est des enjeux majeurs. Des gens vont venir comme résidents permanents, alors qu'en fait, c'est des entrepreneurs. Ils vont passer un bon quinquennat dans des emplois, oui, pour lesquels ils ont les compétences, mais dans lesquels ils ne sont pas à l'aise. Parce que dans le fond, c'est des entrepreneurs. Et finalement, ils retombent sur les pieds, hein, sur les deux pieds. On retombe toujours sur ces deux pieds. OK. Finalement, ils ont une opportunité, mais ils auraient pu faire ça et faire gagner tout le monde dès le départ. Si le bon programme. Ouais. Il en a de même aussi pour des gens qui ont assez de moyens, qui peuvent faire des programmes d'investisseurs, mais qui viennent au Canada comme résidents permanents. Et les conditions de séjour font qu'en définitive, ils abandonnent parce que ils ont des business à faire tourner, ils ont des contraintes à l'étranger. Et il y a des situations qui font qu'ils ne peuvent pas s'offrir le luxe de faire 36 mois au Canada dans un intervalle de 5 ans. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de connaître les différents programmes d'immigration et voir quel programme va avec. Donc, ça commence déjà par être dans le bon profil. Voilà, donc il faut déjà évaluer son profil. Il faut connaître les différentes offres d'immigration du gouvernement ou des gouvernements. Okay. Et à partir de cela, on peut donc se préparer pour un défi qui est beaucoup plus réussi. OK, mais c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Comment est-ce qu'on peut résumer tout ça? Parce qu'on a vu déjà les flops qu'habituellement l'immigrant va aller faire, hein, qui peut compromettre son immigration. Et puis, dans tous ces éléments, on a vu qu'il y a un élément qui est fondamental dedans, qui est qu'est-ce qui se passe avant même que l'immigration arrive. Est-ce qu'on peut résumer ça en 2, 3 phrases? Je vous remercie. Déjà, il faut dire que je suis là, Immigration Service, que je représente ici, faire de l'immigration une expérience mémorable. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce service? Parce qu'il y a, je dirais que l'immigration, là, je suis dans le domaine de l'immigration depuis quand même une bonne dizaine d'années. Ah ben c'est important à savoir, c'est 10 ans d'expérience oui, là. Parce qu'avant d'être consultant, j'étais agent. OK. Voilà, donc ça m'a permis quand même de comprendre ou de tremper dans ce milieu-là. De maîtriser les rouages, donc, tout ça. maintenant, depuis quelques années, donc, on a ce cabinet qui est accrédité où nous pratiquons notre art. Faire de l'immigration une expérience mémorable est tout un défi. C'est un défi aussi bien pour les intervenants en immigration que nous sommes que pour la clientèle elle-même. La nécessité de s'informer sur les programmes d'immigration et sur la province ou le pays d'accueil est une des clés de succès. Ce que je dirais aux gens... Toujours l'information. Toujours l'information, toujours la recherche d'information et la détermination aussi. Parce que
lorsqu'on immigre au Canada, ce n'est pas toujours ce qu'on prévoyait. Des voisins qui ne vous disent pas bonjour, des voisins à qui vous dites bonjour qui ne répondent pas parce que ce n'est pas trop dans leur habitude. C'est ça. Mais, Donc, il y a un choc qui vient avec. Mais qui ne signifie pas non plus qu'ils sont en froid avec vous parce que chacun a d'autres chats à fouetter. C'est clair. Ben, beaucoup de personnes ne sont pas habituées à ça. Ou arriver au travail, bonjour, et puis personne ne vous répond. Parce qu'ils ont mieux à faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas non plus. Ouais. Voilà. Pour la petite histoire, j'ai une candidate qui est arrivée qui me demandait, mais comment les gens savent que moi, je viens d'arriver? Chaque fois que je fais quelque chose, bienvenue, quand je dis merci, on me dit bienvenue. Je dis, mais comment ça, ils savent que je viens d'arriver? Bon, autant de petits éléments, mais qui font de l'immigration quand même quelque chose de très intéressant. C'est ça. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on l'a compris, l'immigration, on peut rester chez soi et ne pas réussir. Je ne dis pas échouer, ne pas réussir, tout comme on peut aller à l'immigration également aussi, et puis, se trouver dans un gros flop. On a compris, ça prend de l'information. Il faut s'intéresser à sa vie, il faut s'intéresser au monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'on arrive à apporter notre contribution également. Définitivement. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. J'espère que ce dont on vient de profiter en termes de connaissances, ça peut aider quelqu'un, certainement, à revoir ses conditions. Parce que quelquefois, on s'est dit, ici, c'est un peu tough. Si on y va, on se débrouille, on y arrive, ça devrait être mieux que là. Malheureusement, on s'est rendu compte que ici, c'est une question de règles, c'est une question de loi. Et puis, une fois qu'on est pris dans le mauvais rouage ou engrenage, on se rend compte qu'on ne devrait prendre le temps de s'outiller, de comprendre avant de s'aventurer, même si on imagine que ça devrait être intéressant. En tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera pour certainement d'autres sujets parce que l'immigration, ça reste vaste. Absolument. En dehors de ça, ceux qui sont déjà là, qui vivent de 2 à 5 ans, il y a des vrais problèmes. Je sais que vous êtes informés et c'est sûr qu'on va s'en reparler. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Merci beaucoup. Merci. Ouais.